Bienvenue dans le débat. La France va-t-elle voter un budget 2025? C'est en tout cas la question qui taraude le gouvernement de François Bayrou. Son ministre des Finances, Éric Lombard, reçoit cette semaine les différents groupes politiques et notamment le Parti socialiste. Le ministre des Finances a donné quelques indications avec un cap de réduction du déficit pour atteindre 3% en 2029, a-t-il dit. François Bayrou reçoit les partenaires sociaux, Patrick Martin, le patron du MEDEF hier, pendant 1 heure d'ailleurs, Sophie Binet, secrétaire générale de la CGT aujourd'hui. Et puis un projet de loi sur Mayotte a été examiné en Conseil des ministres aujourd'hui. Ce projet de loi spécial concerne la reconstruction de l'île, faciliter les procédures pour rebâtir les logements en Conseil des ministres, oui, mais le RN, le Rassemblement national, a déjà affirmé déposer un amendement pour supprimer le droit du sol au risque de l'inconstitutionnalité. La déclaration politique générale de François Bayrou, en tout cas, c'est la semaine prochaine, le 14 janvier. Alors, on va revenir sur cette question du budget. François Bayrou peut-il réussir là où Michel Barnier a échoué? Valls, Borne, Retailleau, Darmanin, combien de temps ce gouvernement va-t-il tenir? Quel défi pour cette rentrée? J'ai le plaisir d'avoir à mes côtés, pour en parler, Philippe Trainard. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Vous êtes économiste, membre du Cercle des économistes et également professeur émérite au CNAM. En face de vous, Pascale Joannin, bonsoir. Bonsoir, Stéphanie. Directrice générale de la Fondation Robert Schuman. Merci d'être là et bienvenue. Benjamin Corriat est avec nous ce soir. Bonsoir, professeur émérite de sciences économiques à l'Université Sorbonne Paris-Nord, également membre des économistes atterrés. La pandémie, l'Anthropocène et le bien commun, c'est publié aux éditions LLL. Michaël Darmon est avec nous ce soir. Bonsoir, éditorialiste à I24, également ancien chef du service politique d'Europe 1. Alors on va démarrer par vous, Benjamin Corriat. Moi je vais démarrer par les deux économistes, parce que Éric Lombard, peu de gens le connaissaient à l'international, ce nouveau ministre des Finances, un banquier de gauche qui se compare à Spider-Man. Qu'est-ce que ça vous inspire, Benjamin Corriat? Vous le connaissiez? Je connaissais en tout cas de nom et de réputation. Je me suis un peu intéressé à lui depuis. C'est un personnage intéressant, ça fait pas l'ombre d'un doute. Est-ce qu'il va réussir dans l'opération fort compliquée qu'on lui demande de réaliser? C'est ce qu'on va voir. Oui, et vous justement, Philippe Trainard, vous le connaissez aussi? Je dois le connaître, il vient de l'assurance, je viens de l'assurance, donc c'est un des grands patrons de l'assurance, où il a prestigieusement dirigé l'assurance de BNP Paribas avec un très grand succès. Je crois que c'est un homme, au fond, c'est l'un des personnages qui peut le mieux réussir. Et pourquoi vous dites ça? Je dis ça parce qu'il a réussi presque partout ailleurs à la fois négocier avec les partenaires sociaux et à mettre en œuvre des stratégies et des changements stratégiques fondamentaux. Donc il a énormément de capacités. Maintenant, est-ce que les circonstances politiques lui permettront de réaliser? Là, c'est une autre affaire, mais nous avons affaire à un homme qui est à la fois un excellent technicien et un excellent gestionnaire d'hommes. Alors sera-t-il suffisamment politique? C'est un peu ça aussi la question. Il dit en tout cas qu'il veut négocier. On va l'écouter, c'était lundi chez nos confrères de France Inter. J'ai écrit par texto, par SMS, à tous les responsables de partis et de groupes à l'Assemblée nationale et au Sénat, tous. Et je leur ai proposé de les appeler afin de convenir des modalités d'un échange. Tous ont répondu favorablement, à l'exception de la France Insoumise, qui ne m'a pas répondu, ce qui est leur droit bien sûr, et qui, par une dépêche AFP, a dit qu'il ne viendrait pas à ces entretiens. Ça, c'était lundi. On voit effectivement volonté de dialogue et puis en particulier une recherche du dialogue avec le Parti socialiste. Oui, parce qu'il est considéré comme donc un banquier dit de gauche. Donc, par définition, il est amené et obligé justement à faire valoir cet aspect de façon aussi à rassurer à la fois du côté du gouvernement et à la fois peut-être donner, on verra dans quelle mesure il arrivera à le faire, des gages au Parti socialiste dont on a compris qu'il mettait déjà la pression et la barre assez haut avec une menace de censure potentielle. Mais c'est vrai que son profil, on l'a dit, étant axé sur la négociation, ayant assez réussi au sein de la Caisse des dépôts, donc non seulement à la fois à faire des réformes structurelles, mais aussi à porter un front très important sur la transition écologique, qui permet aussi d'envoyer un message du côté des Verts. Et c'est également donc, il pourrait avoir un succès à gauche. Il peut avoir un succès à gauche. C'est aussi un membre éminent des GRAC, ce fameux mouvement des hauts fonctionnaires rocardiens, sociodémocrates. Donc,
sur le papier, c'est possible. On voit bien qu'il a commencé la chorégraphie et la liturgie de la concertation, mais on verra effectivement avec quelle efficacité à la fin. Pascal Joannin, 340 milliards d'euros, en tout cas c'est la somme que la France va devoir emprunter sur les marchés financiers pour l'année 2025. Donc ça place la France comme championne d'Europe de l'emprunt, devant même l'Italie. Est-ce que vous avez l'impression que là, la France, en l'occurrence François Bayrou, même Emmanuel Macron, est vraiment sous pression européenne aujourd'hui ? C'est sûr que nous sommes attendus au tournant par l'Union européenne. Ça ne date pas de François Bayrou et ça ne date pas d'Emmanuel Macron, mais là nous avons franchi quand même un cap qui fait que nous sommes avec 7 autres pays sous une procédure de déficit excessif. On se souvient que Michel Barnier était allé à Bruxelles négocier avec la Commission européenne ce fameux plan pour essayer en effet de se dire qu'on va se donner, alors il avait étendu la durée du retour à des comptes, j'allais dire, dans l'équilibre à 2029, donc ça paraît en effet assez loin, mais finalement c'est aussi réaliste, on ne peut pas non plus dire que... Et donc l'Europe attend le tournant. Alors bien sûr, Michel Barnier n'est plus là. Donc forcément, la question c'est est-ce que François Bayrou va suivre un petit peu ce mouvement? Est-ce qu'il va en effet aller dans le même sens? Et est-ce que ça va être en effet la poursuite d'un rétablissement des comptes publics? J'allais dire, bon, dans cette... Est-ce qu'il va réussir à faire voter? Alors, la seule question qui alerte depuis 2 jours, enfin la seule question qui alerte, c'est quand en effet François Bayrou a dit qu'il n'était pas hostile à une refonte du système des retraites. Et ça, je pense que là, ça a allumé tous les voyants rouges à Bruxelles. Ah oui. Parce que ces réformes des retraites, elle a déjà été difficile. Il faut savoir que tous les autres États membres ont fait des réformes sous la contrainte pour la Grèce au moment où elle était en effet en difficulté. Mais l'Italie aujourd'hui dit, mais 64 ans, c'est très jeune. Il faut en effet aller plus loin. Donc on a un petit peu le mauvais canard qui n'ose pas réformer. Alors si on donne des signaux comme ça à l'Union européenne, ça va un peu inquiéter certaines choses et peut-être les marchés aussi. Alors, premier signal, c'est qu'il va reprendre, a priori, Éric Lombard et donc François Bayrou, le budget de Michel Barnier. Donc, il ne part pas de rien. Et il l'a dit encore lundi. On va l'écouter, Éric Lombard. En réalité, nos systèmes de retraite sont déjà très déficitaires. Donc, je souhaite que cette réforme s'applique en n'aggravant pas ce déficit. Et même si possible, en le rédivisant. Je n'ai pas dit, le Premier ministre n'a pas dit que nous allons revenir sur les 64 ans. Si un accord global qui est riche, qui est équilibré et qui apporte beaucoup, et sur lequel il y aurait des amodiations, je pense qu'on peut tout à fait le regarder. Et effectivement, c'est un des points qui est porté par le Parti socialiste avec beaucoup de force, et sur lequel nous allons dialoguer. Philippe Trénard, donc il serait prêt à reculer effectivement sur l'âge de la retraite, sur les 64 ans. Je pense quand même qu'il a déterminé le terme qui est de ne pas aggraver le déficit. Je pense que c'est ça, la ligne bleue des Vosges, c'est il faut réduire le déficit extrêmement grave après, sur quelle échéance du système des retraites. Après cela, comment? Donc c'est surtout plus que sur quelle échéance, c'est comment. Vous avez beaucoup de moyens. Les Français actifs peuvent travailler plus, par exemple, pour financer plus de retraites. Mais ça, le PS, ça ne va pas être effectivement... Peut-être le PS, mais ils peuvent vouloir travailler plus. Vous pouvez allonger encore, n'est-ce pas? Effectivement, en Italie, on travaille plus tard. Moi-même, j'avais défendu ardemment le fait de prolonger la durée de vie active jusqu'à 67 ans, qui, je pense, est un âge idéal aujourd'hui. On peut aussi augmenter les cotisations et détruire de l'emploi de façon associée, n'est-ce pas? On peut aussi réduire les pensions de façon à rester au même niveau de cotisation, ne pas détruire de l'emploi, ne pas baisser. Mais vous avez l'impression que c'est la ligne, justement, d'Éric Lombard, ce que vous décrivez? Non, je dis, il y a plusieurs moyens. C'est pour vous dire, les moyens sont nombreux et vous pouvez jouer aussi un petit peu sur tous ces moyens. La vraie question, c'est sur quoi quelqu'un est prêt à faire des concessions. Et là vient le compromis et la négociation. Benjamin Correa, compromis peut-être avec des concessions plutôt à gauche, donc pas véritablement comme ce dont a parlé plusieurs choses. Bon, premièrement, je ne peux pas m'empêcher de sourire quand on nous menace que l'Europe fasse les gros yeux. L'Europe est vraiment le vaincu de ces 20 dernières années. Donc, ils n'ont vraiment aucune leçon à donner à personne. Mais vraiment, vraiment. Bon, ceci étant posé...
C'est nos partenaires, mais je veux dire, ils ont perdu toute crédibilité. Je veux dire, aujourd'hui, Madame van der Leyen n'ose pas dire quelque chose sur le fait que comment il s'appelle, Trump oui. veut coloniser le Groenland. Elle est silencieuse. Donc je veux dire, bon, ça c'est juste une parenthèse. Maintenant, on vient aux questions économiques de fond. Qu'est-ce qui peut faire plaisir? Enfin, qu'est-ce qui peut être négocié avec la gauche? C'est pas un problème de faire plaisir. C'est un problème de rompre avec une politique qui a complètement échoué au cours des 7 dernières années. On a déjà eu cette discussion la dernière fois. Si la gauche se présentait aujourd'hui avec le bilan avec lequel Le Maire se présente, je ne sais pas, qu'est-ce qu'on dirait? Bien. Alors, la question qui est importante, à mon avis, et qui peut permettre un compromis, vous voyez, je garde un espèce d'optimisme, c'est ce que j'avais dit d'ailleurs la dernière fois qu'on s'était vu sur le budget, ici même. C'est que pour la première fois, Michel Barnier avait rompu le tabou, c'est-à-dire qu'il avait réouvert la politique, la possibilité de modifier la politique fiscale. Je vois que l'actuel ministre des Finances prend la même orientation. C'est-à-dire, vous voulez dire, sur l'optimisation fiscale des plus fortunés? Mais bien sûr, sur l'optimisation fiscale des plus fortunés, sur les super-profits, sur les dividendes, etc. Alors, ça ne va pas suffire. Hein. Je ne crois pas du tout que la solution soit uniquement de ce côté-là. Mais à partir du moment où on rompt le tabou là-dessus et où on admet que des recettes sont possibles de ce côté-là, des compromis deviennent possibles. Il va rester la question de la réforme des retraites. Moi, je pense que 64 ans, c'est la pire des réformes possibles. Par contre, oui, effectivement, il faut trouver des équilibres. Donc, il faudra renégocier des choses. Il ne suffit pas de dire on abandonne la réforme. Il faut savoir comment la financer. Bon, donc, il y a du pain sur la planche. Il y a du pain sur la planche avec donc une trajectoire budgétaire. Là, on apprend à l'instant que le gouverneur de la Banque de France voudrait que le déficit, ça soit 5% du PIB en 2025 et non pas 5,5%, ce qu'a plutôt annoncé. C'est son métier de demander ça. C'est son métier. Lombard, avec en plus des prévisions de croissance qui sont assez optimistes, hein, il faut le dire. Oui. Prévisions de croissance je ne crois pas du que gouvernement. c'est son métier, c'est son devoir. C'est son devoir de dire qu'il faut rester à 5%. Parce que les enjeux, le jeu de rôle, c'est à lui de dire ça. Les enjeux sont absolument fondamentaux. La question n'est pas de savoir est-ce que l'Europe fait de la discipline ou non. La question est de savoir si nous maîtrisons nos finances publiques. Or, si vous voulez, nous voyons peu à peu se grignoter le spread, c'est-à-dire cet écart de taux d'intérêt supplémentaire que paye la France, qui augmente. N'oublions pas, 100 points de base de plus, et nous sommes actuellement à un spread vis-à-vis de l'Allemagne de 87 points. 100 points de base de plus, c'est un point de moins de PIB, un point de moins d'emploi, et donc un point de plus de chômage. Et c'est bien lié au fait qu'il n'y a pas de budget en France, plus que même c'est bien lié au fait qu'il n'y a pas de budget, et il n'y a pas de budget parce qu'au fond, personne ne veut vraiment ne veut faire l'effort d'un compromis pour rétablir l'équilibre. Et il faudra bien avoir un équilibre, il faudra bien restaurer l'équilibre et surtout ne pas le faire en touchant à la fiscalité du capital qui toucherait immédiatement à l'investissement et donc à l'emploi et à la production. Ça fait partie des thèmes. Il n'y a plus que vous qui dites ça. Non, je ne suis pas de ça. Tous les représentants politiques de la droite sont d'accord sur le fait qu'on ne peut pas continuer. L'OCDE, la Commission européenne, la plupart des économistes, Olivier Blanchard. Écoutez, la liste est tellement longue que la pièce ne suffirait pas pour la comprendre. Sur la fiscalité du capital, en tout cas. Les finances ont enfin compris qu'il faut changer ça. Monsieur Le Maire n'est pas un économiste. En tout cas, sur justement la flat tax, cette taxation du capital, Éric Lombard a dit qu'il pouvait peut-être réviser en tout cas le taux. C'est sur la table. C'est sur la table. La question, c'est les taux. Je pense que pour l'économie française et le déficit, il ne le fera pas. J'espère qu'il ne le fera pas. En tout cas, la réaction d'Olivier Faure. Gouvernement dans 15 jours. La réaction d'Olivier Faure, le patron du PS, qui est effectivement avec qui Éric Lombard veut négocier. Alors, ce qu'il faut, c'est un budget pour la France, parce qu'il faut que la France soit gouvernée, parce que je sais aussi que du chaos naîtrait en réalité une situation qui serait d'abord défavorable aux plus vulnérables. Les plus riches s'en tirent toujours.
Là, c'est intéressant, Michaël Darmon, effectivement. Il dit il nous faut un budget. Donc là, lui aussi. Oui, très bien. Donc, parfait, il faut un budget. Enfin, pour l'instant, on est quand même dans des paroles politiques qui n'ont aucun effet. On n'est pas dans la parole performative, pour le moins. Ce qu'on constate, et on vient encore de le constater, c'est qu'il y a, au fond, maintenant, une dichotomie entre le souhaitable, c'est-à-dire les experts, les sachants, ceux qui, effectivement, sont versés dans les chiffres et dans la rationalité, et le possible, c'est-à-dire le politique. Ce qu'on comprend, c'est que François Bayrou, déjà pour ne pas subir immédiatement le même sort que Michel Barnier, a décidé d'une grande scénographie politique de concertation, où tout le monde concerte tout le monde. Catherine Vautrin, Amélie de Montchalin, Éric Lombard, bien évidemment, François Bayrou. On concerte un maximum pour pouvoir créer une situation politique qui pourrait permettre à la François Bayrou, parce qu'on a changé de méthode, on a changé de Premier ministre, on a changé de méthode. C'est-à-dire, avec François Bayrou, il pense que le rapport de force politique permettrait d'arriver à un compromis. Peut-être sera-t-il désavoué, ça on le verra avec le budget, pas tant le discours de politique générale, mais le budget. Mais en réalité, il pense qu'effectivement, il peut pousser au maximum l'utilisation de cette loi spéciale qui a permis de réinstaller le budget 2024 pour pouvoir faire reculer l'épreuve vraiment fondamentale, cruciale, qui sera celle du vote du budget 2025. Et donc négocier un peu sur la flat tax, l'impôt sur le capital, négocier un peu sur l'impôt sur les plus fortunés, négocier un peu on est sur une démarche impressionniste pour l'instant. Voilà, on y va minimiser les conséquences négatives des mesures qui seront prises, qui forcément n'auront pas à court terme de conséquences extrêmement agréables. En tout cas, sur la flat tax, on va l'écouter, Philippe Trainard, parce qu'il s'est exprimé là-dessus lundi, Éric Lombard, ministre des Finances. La flat tax dans les pays développés se situe entre 30 et 35%. Donc vous voyez qu'on aurait un peu de marge. On aurait un peu de marge. Ça vous fait frémir ou pas, Pascal Joannin, par rapport aux autres pays? On est plutôt à la fourchette basse, avec 30% d'impôt sur le capital. Si vous voulez, c'est toujours pareil. On cherche à essayer de... C'était le grand marqueur d'Emmanuel Macron. Voilà, on cherche à avoir une attractivité. Et donc, on sait très bien que pour faire venir des investisseurs ou en effet des gens de l'extérieur qui vont investir dans votre pays et qui vont créer des emplois, etc., c'est pas... voilà. Donc, il y en a qui font mieux que nous. Voilà. Si on va dans le sens où on remonte un peu les choses, je ne suis pas sûre que ce soit très bon pour la France. Alors, comme déjà, elle n'a pas vraiment... Elle n'est pas en odeur de sainteté. Je le répète, moi, vous savez, je veux bien qu'on fasse abstraction de l'Europe, mais on y est, et on est tous ensemble dans une boutique. Et donc il faut un chemin. Il faut un chemin. Et ce chemin, quand on a en effet un pays où on voit que c'est difficile de faire mettre un budget, on n'est pas les seuls, les Espagnols sont un peu dans la même situation, mais où on a une marge politique qui est assez limitée parce que au Parlement européen, moi, je vais redire une chose, les socialistes ne sont pas contre les gens qui sont dans le gouvernement français, puisque la majorité du Parlement européen, c'est le centre-droit, le centre-gauche et ce qu'on appelle Renew, enfin les libéraux. Déjà plus, hein, voilà. Ça, hein. C'est déjà plus vrai, ça. Et donc là, on va chercher des socialistes en France dont les partenaires en Europe sont complètement opposés à ce qu'ils sont aujourd'hui. Donc, vous, ça ne vous choque pas, effectivement, de... Voilà, donc il va chercher, François Bayrou, quelque chose qu'on connaît au niveau européen, c'est-à-dire en effet une majorité qui va de ce bloc central, etc. Mais va-t-il y arriver? Parce qu'on voit bien en effet que, compte tenu du résultat des élections de juillet 2024, les marges de manœuvre sont assez limitées. Et donc, est-ce que ce gouvernement, comme celui de Michel Barnier, va pouvoir trouver la clé qui permet en effet d'avoir une solution? Avec Benjamin Correa, peut-être justement un curseur plus à gauche. Donc, mais je crois qu'il n'a pas le choix. Mais c'est même plus une histoire de gauche ou de droite. Il y a une dimension. Si, puisqu'on là, le problème, c'est qu'il faut qu'il soit voté, ce budget. Bien sûr, donc ça veut dire qu'il faut que vous ayez. Mais si le parti il veut en fait récupérer le centre du Parti socialiste jusqu'à la droite républicaine. Bien sûr, il y a une dimension, pour éviter politique. Le RN. Le précédent gouvernement avait tout misé sur l'accord avec le FN, et le FN a baissé le pouce à la première occasion. Donc maintenant, ils sont pratiquement obligés de trouver un autre accord. Et cet accord, effectivement, il est avec les socialistes. Simplement, moi, j'aurais tendance à dire que il faut qu'ils acceptent d'en payer le prix, du point de vue des compromis. Et je rajoute, comme économiste, que il est temps, plus que temps, d'enregistrer que 7 ans de politique de l'offre nous a conduits au bord de l'abîme.
Bon, donc revenir sur certains éléments de cette politique me paraît presque raisonnable. Faire payer les gens qui, par des moyens divers, échappent à l'imposition, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. Il s'agit de lutter contre la suroptimisation fiscale. Bien, il s'agit de rétablir un certain nombre d'effets d'aubaine de la crise Covid qui ont permis à un certain nombre d'entreprises de faire des surprofits absolument astronomiques. C'est de ça qu'il s'agit. Et de la réforme des retraites, du coup. Aussi. Et la réforme des retraites, qui doit être financé? Moi, je ne dis pas du tout que c'est une question tout à fait simple, hein, mais je dis que l'âge limite à 64 ans est la pire des mesures. Il y en a bien d'autres qui doivent... Moi, ça ne me gêne pas, vous voyez, je veux dire, compte tenu de l'âge auquel je suis rentré dans l'enseignement, ça ne me gêne pas du tout, la retraite à 64 ans. Mais pour beaucoup d'autres, c'est la mesure la plus inique possible. Donc, je ne dis pas que le problème n'existe pas, mais une grande conférence cherchant des solutions me paraît être une bonne orientation. Philippe Trainard, parce que difficile, on voit bien quand même les dissensions entre vous deux. Donc, est-ce qu'effectivement LR, donc la droite, va voter un budget qui sera négocié avec le PS sur justement la retraite, par exemple, revenir sur cet âge légal, alors qu'à droite on y est favorable? Enfin, ça paraît quand même très complexe. Non, c'est très compliqué. C'est pourquoi je crois qu'il faut quand même distinguer la dimension politique où vous faites des concessions, y compris en faveur de mesures parfaitement inefficaces, comme celle décrite par M. Benjamin Correa. Inefficace, c'est la situation dans laquelle deuxièmement, en revanche, il faut aussi, et il nous appartient à nous en tant qu'experts, de bien souligner quels pourraient être les coûts des mesures économiques que nous prenons. C'est pour ça que je mets en garde contre les mesures sur le capital, parce que M. Lombard nous dit effectivement, très justement, que la flat tax se situe dans les autres pays entre 30 et 35%. C'était que l'addition de l'ensemble des taxations de l'entreprise et du capital à un domaine, un pays dans lequel elle est le plus élevé de l'OCDE, et ce pays s'appelle la France. Tout simplement, ce sont les statistiques et tous les calculs de l'OCDE, et ceci est absolument contesté par personne, n'est-ce pas? Ça n'a été vraiment contesté par personne. Et justement, la politique de l'offre qui a été menée a eu de gros défauts, elle a été très perturbée tant par l'affaire ukrainienne que par le Covid-19, mais en même temps, elle a porté des fruits. Le contenu en investissement de notre croissance s'est accru. Or, tout le problème de la France, c'était justement l'insuffisance de l'investissement qui crée en contrepartie déficit public et déficit extérieur. Vous répondez, Benjamin Correa, et on va passer à la réaction de Marine Le Pen. Non, mais je veux dire, c'est toujours la même histoire. On confond régime d'imposition et prélèvement obligatoire. Ça n'a rien à voir. Et les prélèvements obligatoires, il faut à chaque fois que je le répète, par exemple en matière de sécurité sociale, nous permettent à nous Français de dépenser 11% du PIB quand les Américains qui n'ont pas de prélèvement obligatoire sur la santé dépensent 19% de leur PIB. Donc dans ce cas précis, ça nous fait faire des économies. C'est pour ça que vraiment je suis lassé de répéter tout le temps les mêmes choses qui sont tellement évidentes. Alors, ne pas confondre fiscalité et prélèvement obligatoire. Et les prélèvements obligatoires nous font faire des économies en matière de santé. Si les économies sont inefficaces, elles n'ont pas d'intérêt. N'est-ce pas? Et donc la seule question, c'est est-ce que les économies sont efficaces en termes de traitement de la santé c'est la politique de l'offre. Ou inefficace? Mais non, elle a été parfaitement efficace. Ah bah oui, bien sûr. Avec 6% de déficit public, avec 3 000 milliards de dettes, elle a été formidablement efficace. Je vous interromps. La politique de l'offre et les déficits publics, c'est deux choses parfaitement... Marine Le Pen, c'est des résultats de la politique de l'offre. Ce n'est absolument pas les résultats. On ne vous mettra pas d'accord. Benjamin Correa, s'il vous plaît, Philippe Trainard. On va écouter Marine Le Pen, parce qu'elle a qualifié déjà de très mauvais signal les déclarations du ministre de l'économie, donc Éric Lombard, sur ce budget. On va l'écouter. Qu'il y ait un budget juste qui ne tape pas comme un sourd en matière d'impôts sur les Français. Nous souhaitons que des économies se fassent sur le train de vie de l'État et nous ne souhaitons pas entraver l'économie du pays. Bon, Michaël Darmon, une telle déclaration comme ça de Marine Le Pen, ça veut dire qu'elle va censurer ou pas?
Ça veut dire, je fais attention à mon électorat, qu'il n'est pas question de laisser à croire que je suis un supplétif d'Emmanuel Macron, dit-elle. Je peux être tenté de continuer à censurer parce que c'est le moyen politique qu'elle a aujourd'hui de continuer à installer la prépondérance politique de Marine Le Pen dans un contexte personnel qu'on connaît qui lui est pas favorable en ce moment, et avec justement la justice, le procès, avec le décès de son père, enfin avec un contexte personnel qui est compliqué. Le décès de son père, il participe, vous pensez? C'est une période difficile pour elle, à tout niveau. Mais, mis à part l'épreuve personnelle, c'est aussi un moment politique où elle doit retrouver sur la place publique l'héritage politique qu'elle voulait mettre à distance avec sa stratégie de recentrage et de dédiabolisation. Donc, bien évidemment, c'est un moment qu'il faut passer. Mais au-delà de cela, oui, elle a bien sûr besoin de continuer à mettre la pression, tout en disant « je ne veux pas entraver l'économie du pays », parce qu'il ne faudrait pas qu'elle passe pour quelqu'un qui veut absolument le chaos, mais elle doit continuer à montrer qu'au fond, c'est aujourd'hui la force prépondérante à l'Assemblée nationale, et l'enjeu de François Bayrou est le même que celui de Michel Barnier, parce que la composition, on l'a évoqué tout à l'heure, de l'Assemblée nationale n'a toujours pas changé. Eh bien, l'enjeu, c'est d'obtenir, pour le moins, l'abstention du RN pour éviter la chute du gouvernement. Pascal Joannin, parce que vous parlez des exemples européens, mais enfin bon, en France, c'est vrai que ça se passe quand même pas exactement comme ça. Eh bien, comme on a un système de scrutin particulier, puisque c'est un scrutin majoritaire qui ne donne pas de majorité. Hein. Donc on a quand même on a eu la arrosée en 2024. Donc dans les autres pays, on se met au coin d'une table, ça prend un peu de temps, on essaye de faire un programme, etc. Là, on nomme des premiers ministres sans qu'ils se soient concertés avec les autres pour savoir sur ce quoi on est d'accord. Donc en effet, les divisions sont là au plein jour. Dans les autres pays, vous avez des élections qui ont eu lieu il y a 3 mois, il y a 6 mois. On charge en effet celui qui est arrivé en tête ou des partis qui veulent bien travailler ensemble de se mettre d'accord, on rédige un programme. Vous allez voir les Allemands. Les Allemands, ils vont voter le 23 février. On n'aura pas le 24 février le gouvernement. Parce qu'il va y avoir en effet un parti qui va arriver en tête, qui va discuter. Mais après le programme, on appliquera le programme, tout le programme, rien que le programme. Mais là, ici, donc, on a en effet personne. On nomme Michel Barnier, très bien. En Europe, ça a été perçu comme quelqu'un qui était bien vu parce qu'il avait eu de hautes fonctions à la Commission, Monsieur Brexit, etc. Donc, plutôt un gage de sérieux. Il est duré 3 mois. François Bayrou, on le connaît aussi, il a été député européen, etc. Donc, il y a aussi Mais voilà, après, on nomme des gens, puis il faut qu'on marche, on prend le train en marchant en disant « mais qu'est-ce qu'on va faire ensemble ?» Et donc, on ne sait pas. Et là, vous voyez en effet des gens économistes qui vous disent « ah bon, on pourrait faire ci, mais ça, etc. » Et les Européens, là-dedans, ils se disent « mais nous, on a fait des choses, pourquoi les Français, ces maudits Français, n'y arrivent pas ?» Et donc, du coup, il y a un French bashing, si je puis dire. Non, mais c'est la crédibilité. On a d'autres secteurs sur lesquels l'image de la France est bonne, en matière de stratégie, de défense, énergétique aussi, parce que les choix qu'on a faits nous donnent une certaine indépendance. Là, en matière économique, notre image est catastrophique. Et donc, alors qu'elle était plutôt bonne il y a quelques années. Et donc, la capacité que nous pourrions avoir, le président de la République ou certains ministres, de peser quand ils vont à Bruxelles, il va y avoir Éric Lombard va être un des premiers à aller à Bruxelles puisque l'Ecofin c'est la semaine prochaine. Donc qu'est-ce qu'il va dire à ses petits camarades? Albert, bonjour, je m'appelle Éric Lombard, voilà, etc. Je me présente. Voilà. Et donc la crédibilité, c'est ça. C'est-à-dire que si on veut avoir sur d'autres sujets un certain nombre de points qu'on peut mettre en avant parce qu'on a des atouts, là sur ce sujet, on part avec des boulets aux pieds et on ne voit pas très bien comment on peut s'en séparer pour regagner un petit peu de crédibilité et d'efficacité. Donc impact politique, impact économique aussi. Cette instabilité ministérielle, première ministérielle, n'est pas bonne pour le business. Ce qui vient d'être dit est très important. Nous avons perdu de la crédibilité en Europe et dans le monde parce que nous n'avons pas su réformer l'État-providence. Nous avons un État-providence et nous souhaitons le conserver avec tous ses bénéfices, ses aspects de redistribution. Nous ne savons pas le réformer et il devient de plus en plus inefficace. Aucune organisation ne traverse le temps comme une statue du commandeur, inchangée, etc. Ça n'existe pas. Elle meurt, n'est-ce pas? On peut aller de Ibn Khaldoun jusqu'à Hegel, ils vous diront tous la même chose. Les organisations ne durent dans le temps qu'à travers leur capacité à se modifier, à s'adapter pour rester efficaces tout en, bien évidemment, persistant dans l'être et dans les objectifs. Et je crois que c'est là l'un des grands défis auxquels nous nous trouvons confrontés. Et c'est la rigidité de nos finances publiques qui vient de notre incapacité
à réformer l'État-providence, à le rendre efficace et à bien nous cibler sur ce que doivent être les vraies redistributions et les vraies solidarités. Benjamin Correa. Non, mais sur ce point, on est d'accord, à savoir que un État, n'importe quelle entité, ne peut survivre qu'en se transformant. Il y a aucun doute là-dessus. La question, c'est la direction des transformations. Ce que je m'efforce de répéter, c'est que il y en a eu des transformations, ne serait-ce que depuis 7 ans, hein, pour prendre la période des quinquennats de Macron. Et la direction n'a pas été bonne. La direction qui consistait à supprimer 60 milliards de recettes en faisant cadeau aux grandes entreprises, aux plus riches, etc. La direction qui consiste à... Les résultats sur l'emploi sont catastrophiques. Ils sont même en termes d'emploi. Vous êtes placé pour le savoir. Nos résultats en termes d'emploi, qui se sont améliorés depuis 2017, nous sommes 26e sur 27 en Europe en matière de taux de chômage. Et c'est ce qu'on brandit comme la plus grande réussite du septennat, du quinquennat Macron. Bon, donc, la question n'est pas faut-il être fixiste? Bien sûr que non. La question est quelle direction on prend. Ce dont je me réjouis qu'à moitié, c'est que je m'aperçois que dans les 2 derniers premiers ministres nommés, et là je souscris à ce que vous dites, hein, la manière française liée à notre système électoral s'avère tout à fait catastrophique. C'est que les 2 derniers premiers ministres se rendent compte que, effectivement, il faut changer quelque chose dans la trajectoire sur qui repose l'effort fiscal. Alors, ça n'est qu'une partie du problème. Changer avec des petites réformes à droite à gauche pour mettre d'accord tout le monde, Michaël Darmon. Oui, en fait, et ce débat l'établit encore une fois, nous sommes arrivés au bout d'un système. En réalité, la tripartition de la vie politique aujourd'hui, cette majorité qui ne trouve pas justement de majorité assise, ne correspond pas à la Ve République. Donc au bout d'un système constitutionnel et politique, et la règle du jeu ne correspond plus aux enjeux d'aujourd'hui. Nous sommes au début du XXIe siècle, nous ne sommes qu'au début d'un nouveau siècle. Nous sommes nous terminons bientôt les premières 20 années d'un siècle. Le monde change considérablement. C'est pas vous qui n'allez pas le savoir ici. Mais est-ce que ça veut dire changer la Constitution et ça veut dire que très certainement, il faudra un jour penser à changer les règles du jeu. Parce que ces premiers ministres qui n'arrivent pas, qui sont sur une butée, c'est ce peuple qui renvoie en permanence la même configuration électorale, eh bien, ça veut dire quelque chose. Ça veut dire effectivement que les règles du jeu ne correspondent plus aux enjeux d'aujourd'hui, aux volontés des peuples et à la capacité de pouvoir définir de la politique publique. C'est compliqué de changer de constitution avec un tripartite. Je ne sais pas si en changeant de constitution, il faut juste une volonté on réglerait politique. Le problème. Je ne suis pas sûre. On est sans arrêt en train d'évoquer les mannes d'un certain général de Gaulle. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il avait pris un système qu'il jugeait obsolète, il en a fait un nouveau. Qui a le courage de faire la même chose aujourd'hui? Je ne suis pas sûre que la clé soit quand même dans un changement des institutions. Moi, j'en suis persuadé. C'est une partie du problème. Au niveau européen, on dit qu'il faudrait réviser les traités. Il y a des tas de choses qui ont été possibles dans le dernier quinquennat de Mme von der Leyen. La crise du Covid, la santé, ce n'était pas un domaine où, en effet, l'Union était compétente. On lui a donné, on a même fait un emprunt commun. Je vous auriez demandé à quiconque, est-ce qu'on fait un emprunt commun au niveau européen? Ça n'aurait pas fait. Aujourd'hui, la première ministre danoise, elle demande un emprunt commun sur les questions de défense, parce qu'elle est bien placée pour le savoir. Oui, mais on veut lui piquer le Groenland, qui est une propriété du Danemark, qui est de la souveraineté du Danemark, même si en effet il y a une certaine posture. Et donc on a en France tendance à vouloir régler des problèmes par les institutions. Mais justement, non. Je pense qu'en effet, d'abord, avant de changer les institutions, il faut changer en effet un certain nombre de pratiques et qu'on se rende compte que on va dans le mur si on ne change pas ces pratiques. Ces pratiques, c'est-à-dire quoi? On fait, dans tous les pays, quand il y a une situation politique telle qu'elle est résultat d'une élection, souveraineté, machin, etc., on en tire un parti en disant mais qu'est-ce qu'on peut faire avec? Voilà. Et donc là, il faut trouver la clé qui est en évidemment les extrêmes, puisque les extrêmes, visiblement, et de droite et de gauche, ne veulent pas être associés à quelque magouille que ce soit là-dedans, parce que eux ont un cœur électoral en proposant autre chose qui n'a jamais été testé. On a entendu
entendu ça pendant la campagne électorale. Mais s'il venait aux affaires, je ne suis pas sûre que ça serait miraculeusement, tout s'effacerait. Donc voilà. Donc il ne faut pas prendre en effet les promesses qui sont faites par les uns et qui ne veulent pas se mouiller dans des compromissions. Mais voilà. Donc, et dans les autres pays, ça marche. Donc pourquoi ça ne marche pas en France? Qu'est-ce qui fait que notre pays, alors qu'on est dans on est fondateur de l'Union européenne, voilà, il y a des monarchies, des vraies dans l'Union européenne, il y a des vraies monarchies en Europe. La structure pyramidale des pouvoirs. Ça marche. Alors pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi quand on veut faire des réformes, alors quand vous dites ça ne marche pas, quand on veut faire des réformes, on n'y arrive pas, ou on fait qu'une demi-réforme qui ne fait qu'une partie du sujet, alors que les Grecs, par exemple, aujourd'hui vous regardent en disant mais attendez, vous nous avez mis à l'encan il y a 10 ans parce qu'on n'avait pas fait, etc. On a fait tout ce que vous nous avez demandé et vous, là, vous n'y arrivez pas. Mais enfin, soyez crédibles. Est-ce qu'on ne pourrait pas mettre quand même une touche de nuance à ce qui vient d'être dit? Il me semble que les plaques tectoniques électorales se déplacent. Pour moi, elles sont en mouvement. Je n'irai pas concevoir un nouveau système sur la tripartition que nous voyons aujourd'hui et son caractère un peu insoluble. Parce qu'il y a quelques années, elle n'était pas là, bien qu'on la voyait se former. Il y avait déjà une majorité relative. On voyait déjà les plaques en mouvement. Avec un déni et je pense total que de les plaques vont continuer. Où on voit d'ailleurs des électorats qui se chamboulent, qui vont d'ailleurs jusqu'à une extrême à l'autre, n'est-ce pas? Et ça, c'est pas d'ailleurs le fait de la France seulement. On le voit en France, on le voit en Italie, est-ce qu'il y a un problème institutionnel? Et là, on ne le traite pas sur le plan institutionnel. Je crois qu'il faut gérer cela. Et pour changer totalement les institutions, je pense qu'il faut quand même que les plaques tectoniques se soient un peu stabilisées, à moins que vraiment notre système politique ne permette pas d'accompagner le changement justement de ces plaques tectoniques. Ça voudrait dire peut-être réforme institutionnelle, Benjamin Correa? Oui, moi je pense que... Alors après on se demande comment, parce qu'il faudrait deux tiers des... Il faut y aller doucement avec les changements institutionnels, parce qu'une fois qu'on les a faits, ils ont des conséquences lourdes. Mais là on voit bien qu'on est bloqué. Donc instiller, comme disait quelqu'un de célèbre, une dose de proportionnel, voire un peu plus qu'une dose. Ça, c'est aussi le projet de François Bayrou. Repenser ce qui dépend strictement du gouvernement et du pouvoir d'État, de ce qui dépend d'autorités locales, donc y compris peut-être une partie de la fiscalité. Oui, il y a sûrement des choses à changer. En tout cas, je ne crois pas que ça suffise. Hein, et vous avez raison, les plaques tectoniques, elles sont encore en mouvement et elles ne sont pas fixées. Mais si on arrive à comprendre un peu dans quelle direction on va, on peut l'aider par des changements institutionnels. Alors un mot sur Mayotte, puisque c'est le projet de loi d'urgence qui a été déposé en Conseil des ministres. Réaction de Manuel Valls, ministre des Outre-mer. La réponse du gouvernement, de l'État, va entrer, je vous le disais, dans une deuxième phase. Et c'est ce deuxième temps que j'évoquais, c'est dans ce cadre que j'ai aujourd'hui présenté au Conseil des ministres un projet de loi d'urgence pour Mayotte. Sa philosophie générale est simple, permettre la mise en œuvre très rapide de mesures urgentes pour faciliter l'hébergement et l'accompagnement de la population, ainsi que la reconstruction ou réparation des infrastructures logements sinistrés. Michaël Darmon, il y a le budget, puis il y a la question de l'immigration qui revient donc avec cette problématique de Mayotte. La question de l'immigration, est-ce qu'elle peut faire tomber le gouvernement lorsque justement ils vont s'y pencher dans ce deuxième temps au sujet de Mayotte? Si déjà le budget est voté, il y a effectivement après cet écueil de la question de l'immigration, puisque on a compris que Bruno Retailleau n'aura pas de loi comme il voulait sur l'immigration. Il y aura des mesures apparemment qui vont être plus spécifiques. On a cru comprendre que le président de la République annonçait lors de ses vœux qu'il y aurait des questions importantes sur lesquelles les Français devraient trancher. On commence à comprendre qu'il ne s'agira pas de l'immigration. Il y a même une rumeur qui consiste à dire de la part qu'on va plutôt peut-être poser la question française de savoir si les enfants doivent avoir des tablettes à l'école. C'est une des questions, par exemple, qui pourrait être posée. Donc on est très très loin de ces enjeux importants. Et ce qui est important et intéressant dans ce que vient d'exposer Manuel Valls, c'est aussi encore cette nouveauté de gouvernance qui est au fond le système Notre-Dame maintenant, que l'on connaît, ou aux Jeux Olympiques. Le système Notre-Dame, le système qui consiste tout simplement à s'émanciper, à s'exonérer de toutes les normes et de faire du circuit court.
de façon à pouvoir respecter les délais et répondre à des objectifs politiques, en l'occurrence là, reconstruire Mayotte. Ça ne se fera que si les normes, certaines, donc ça veut dire procédure d'urgence en fait, sont levées et totalement nettoyées de manière à pouvoir obtenir le délai politique de la reconstruction. Ceci est un peu légitime parce que... Ouais. Pardon, je ne dis pas que c'est illégitime, hein. Non, je décris ce que ça veut dire. Procédures et de contraintes qui font que, bien évidemment, dans les situations d'urgence, on se trouve... Mais là, du coup, il y a une multiplication de situations d'urgence. Forcément. La France, dans ce cas-là, n'est pas seule. Hein. Je rappelle quand même qu'au niveau de l'Union européenne, nous avons un certain nombre de régions qui sont situées en dehors de l'Europe. Mayotte en est une. Et donc, il y a des crédits européens. On a d'ailleurs vu tout de suite, après la catastrophe de Chido, des mécanismes européens se mettre en place pour l'aide civile, pour la reconstruction, parce que, bien évidemment, là, pour le coup, il y a une solidarité, il y a des fonds qui existent. Et donc, il ne faut pas non plus d'avoir peur de demander à l'Europe une aide qu'elle fournira très volontiers, parce qu'elle elle est la principale fournisseuse d'aide humanitaire. Et on peut, en effet, alors, sur d'autres questions politique, alors là c'est le choix de la France, mais sur un certain nombre de choses qui sont immédiates et pour essayer en effet de passer cette première année difficile, là l'Europe pourrait apporter une aide supplémentaire. Juste un dernier tour de table, vous donnez combien de temps à ce gouvernement? Allez, je suis optimiste, je lui donne 3 ans. Benjamin Correa. Écoutez, moi je pense qu'il y a 2 options, quoi. Ou bien 15 jours, hein, ou bien s'il passe les 15 jours, il peut tenir plus d'1 an. Michaël Darmon. L'été. Pascal Joannin. Alors, c'est une question difficile. J'aurais tendance à dire que si on pouvait, les Français, se calmer sur l'instabilité politique et faire en sorte que ce gouvernement puisse aller jusqu'à son terme, ça serait bienvenu. Maintenant, en effet, les aléas sont liés à des choses qui ne nous appartiennent pas et en effet, ça peut aller... Là, vous ne donnez pas votre pari, si je puis dire. Mais non, mais dans l'absolu, ça serait bien quand même que les gouvernements ne fassent pas 3 mois, parce que là, pour le coup, l'image de la France serait, alors, pour le coup, sérieusement entamée, et on n'aurait pas le temps de faire voter. On n'aurait pas le temps de faire voter des choses. Alors, si en effet on se dit il fait voter le budget 2025 et peut tomber après, parce que c'est l'enjeu, c'est ce budget, il faut en avoir un et il tombe après. Mais franchement, là pour le coup, l'image de la France en pâtirait vraiment. Bayrou est un fin manœuvrier. C'est pas un homme de la réduction des déficits. En revanche, c'est un fin manœuvrier. Donc il sera plutôt du côté politique. Non, mais quand le gouvernement a été nommé, je lui donnais 15 jours, parce que c'était une fin de non-recevoir aux demandes du PS. Et puis je m'aperçois qu'entre début janvier et le 14 janvier, il a réouvert toute une série de portes. Donc ça devient très difficilement décidable. Merci Benjamin Correa, merci beaucoup Philippe Trainard d'avoir participé, Pascal Joannin, Michaël Darmon. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce budget 2025. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Vous retrouvez l'émission sur les réseaux sociaux, également en podcast.